Bon bah, tout le monde de la conférence d'avant n'est Salut pas toi. resté, mais bon, Bon, ben voilà. ça marche? Ça marche partout? Coucou. Encore. Voilà. Et moi, ça va? Assez Peut-être près. faut décaler le micro. Non, mais voilà, ouais, ça va. Ouais, ça va. Bah, une phrase, oui, pourquoi pas. Oui, oui, ça marche. Ça va? Ok, bon, on va commencer, puis je pense que ça fera venir du monde sur ce débat. Donc du coup, sur le programme, vous avez vu le titre, donc paysan, paysanne, un métier en tension entre nature et social. Et donc la Confédération paysanne qui a, entre guillemets, défini le projet d'agriculture paysanne est sur un projet d'agriculture qui vise évidemment à protéger l'environnement. Et du coup, l'objet de cette discussion et du débat, c'est de montrer aussi les freins et les contraintes dans le contexte notamment économique et social à ce projet de transformation d'une agriculture aujourd'hui très productiviste vers une agriculture paysanne. Et donc je vais passer la parole donc à Florence Gachet qui va intervenir en premier et qui est paysanne en Corrèze mais qui se présentera mieux et qui va illustrer un petit peu ce débat avec le sujet des pesticides en témoignant de son métier et de son projet sur sa ferme. Et ensuite, Raphaël Larère, qui est ancien chercheur à l'INRA, interviendra plus globalement sur les différents modèles d'agriculture et comment ils s'inscrivent ou pas en rapport à la nature. Bon, voilà. Donc je vous laisse la parole et on aura évidemment un temps de débat, discussion ensemble ensuite après leurs interventions. Voilà. Vas-y Florence. Ouais, bonjour à tous. Florence Gachet. Moi je suis installée en Corrèze sur 8 hectares en production de pommes exclusivement. En fait, donc je me suis installée il y a 8 ans. J'ai repris la ferme du patron pour qui je travaillais et qui est parti à la retraite. Donc j'avais bossé chez lui pendant 8 ans avant. On travaillait à 2,5 sur une surface de 8 hectares. Moi quand j'ai repris en 2009, les cours ont chuté. J'en suis maintenant à 1 hectare de plus et une unité de main d'œuvre en moins en fait, à cause de 10 centimes de moins au kilo sur les pommes. En fait, en Corrèze, il y a une filière hyper organisée de golden qui est très, très sensible à la maladie principale des pommiers, là, la tavelure, dans un paysage assez pluvieux. Donc, c'est pas évident de limiter les interventions. Moi, j'avais appris à travailler en fait en limitant en permanence, en étant à l'affût de toutes les nouvelles techniques pour limiter l'emploi des pesticides. On introduisait des auxiliaires pour arrêter les acaricides, on balayait les feuilles pour limiter les fongicides, etc. Tous les ans, on essayait de trouver des nouvelles méthodes pour faire mieux, tout en sachant que cette filière très organisée de Golden, c'est commercialisé par des coop et donc ça va en grande distribution. Nous, on se plaisait beaucoup en fait à penser qu'on travaillait pour améliorer la qualité de ce qu'on produisait pour tout le monde, quoi, pour la masse. Avec les prix qui ont baissé, moi j'ai quand même continué à essayer de diminuer en permanence. Je suis rentrée dans le groupe Ecophyto là, avec des données qui sont très intéressantes pour se comparer, pour être en groupe, pour avancer sur des techniques plus économes. Et puis j'arrive à une impasse financière en fait. Tout le travail qui fait qu'on utilise moins de pesticides n'est pas valorisé si c'est pas marqué bio dessus. Du coup, là, j'en arrive à une situation où je valorise plus du tout. Enfin, j'étais passée dans les dernières alternatives que j'ai essayées. C'était la limitation des herbicides, ça paraît un peu l'évidence. Donc, on avait acheté des désherbeuses mécaniques. Pendant 2 ans, on a travaillé comme ça. Et en fait, en niveau de temps, on s'en sortait plus. Il faut passer 5 ou 6 fois par an au lieu de 2 fois avec un herbicide.
Derrière, il faut finir à la main. Du coup, pas de vacances, le dos ruiné, je peux plus lever la tête. Du coup, j'ai arrêté pour ma survie économique et physique, le désherbage mécanique. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas payé, en fait. Là, moi, j'en arrive pour valoriser mon boulot, à passer en bio. Donc j'ai arraché des golden, j'ai planté des nouvelles variétés plus résistantes pour pouvoir les faire en bio. Parce que bon, pour les golden, c'est quand même techniquement assez compliqué. Et là, je viens juste de prendre la décision en fait, de passer tout le reste, toutes les golden en bio aussi, mais parce qu'il y a un marché en face qui urge. Les confituriers ne trouvent pas de golden bio, donc viennent nous chercher. S'ils n'en trouvent pas, comme je vous le dis, c'est pas évident, c'est vraiment très sensible. On a le problème, vous pouvez m'arrêter, hein, je suis peut-être un peu éparpillée si c'est pas clair. On a le problème pour les nouvelles variétés qui nous permettraient de passer en bio facilement, elles sont en club maintenant pour la plupart. C'est-à-dire que l'INRA fait les recherches pour la base, de commencer à trouver des variétés qui vont bien. Comme derrière, je suppose qu'ils n'ont pas de moyens, ils le donnent à des obtenteurs privés qui après nous font payer 5 € par pommier, 20 centimes le kilo pour vendre, 20 centimes le kilo pour faire la pub, etc., etc. On se retrouve complètement intégré en fait dans des clubs où on ne peut plus rien décider tout seul. Donc il y a ce problème-là qui se pose pour aller au bio. Il y a le problème de la conversion qui en arbre fruitier, c'est vraiment très compliqué parce qu'on ne traite pas que la production de l'année, mais aussi on travaille sur la pérennité de l'arbre. Je veux dire, je compare aux salades. Si en bio, si tu te foires sur une récolte, une production de salade, tu vas la recommencer 2 mois après, tu as des sous qui rentrent. En pommier bio, si tu laisses l'herbe quand tu plantes tes pommiers, il y a trop de concurrence pour l'eau et c'est pas possible, c'est tes arbres qui meurent, c'est pas une récolte que tu perds, c'est tes arbres. Du coup, la conversion, 3 ans sans valoriser, tu travailles en bio, mais tu valorises pas en bio. Aucun moyen. Là, il y a les nouveaux logos maison qui sortent un petit peu, sans résidus. Il n'y a pas de moyen en fait. Là, moi, je passe tout en bio. Je vais être obligée de garder la même surface pour avoir un revenu pendant 3 ans. Donc, je vais encore plus courir dans tous les sens. Ce qui pose en fait plein de problèmes, quoi. Il y a ces histoires de clubs là où c'est de privatisation du vivant, quoi. Il y a le fait que le bio urge maintenant. En fait, moi j'ai l'impression sur la fin d'une niche, quoi. Là, il n'y a plus le choix. Pour moi, c'est la norme dans 20 ans, donc ça urge vraiment d'y aller. Dans ma filière, la moyenne d'âge, c'est 55 ans. Donc c'est un nouveau métier à apprendre quasiment. C'est vraiment pas la même manière. On reproduit pas le modèle en le faisant en bio, quoi. Il faut changer toute la réflexion derrière. Et en plus, comme on est obligé de garder les surfaces pendant un certain temps pour avoir un peu de revenus, on est obligé de mécaniser à outrance. C'est-à-dire qu'on doit acheter des atomiseurs qui traitent 1 rang sur 2 pour avoir le temps de tout traiter, parce qu'en bio, on ne peut pas revenir sur les maladies comme on fait en conventionnel. Du coup, il faut y aller beaucoup plus souvent et au moment T, pas 2 heures après. Donc niveau temps, c'est compliqué à gérer. Tu es vraiment comme avec un élevage d'astreinte en permanence. Et du coup, ce besoin de matériel, donc pour les atomiseurs, les désherbeuses mécaniques, on a des gros problèmes de prédation des pommiers par les campagnols. Pour lutter contre ça, il n'y a que des produits super dégueulasses, à moins de protéger chaque pommier dans du grillage individuel. Ça, le coût de la plantation, c'est x3. Voilà. Donc moi, j'en arrive à une situation où je passe en bio. Je vais peut-être vous choquer, mais à contre-cœur, parce que je vais nourrir juste quelques privilégiés. C'était pas mon but. Je voulais vraiment faire de la qualité pour tous, quoi, qu'on avance doucement ou plus vite selon les moyens, mais que tout le monde ait accès à quelque chose de correct.
Et donc là, non, moi, ou je me tue au boulot pour 30 centimes le kilo, ou j'espère le vendre le kilo à 1 euro et arriver à temps avant que la niche soit occupée par d'autres. Donc c'est ça qui est vraiment pas satisfaisant en fait, quoi, dans cette opposition conventionnelle bio, c'est le coup de la niche. On pourra peut-être revenir sur la question des grandes cultures ensuite, mais on va peut-être passer la parole à Raphaël dans un premier temps pour qu'il puisse poursuivre sur ce sujet-là. Ce n'est pas les mêmes filières en céréales et en pommes. Oui. Mais je passe la parole à Raphaël pour la suite de la discussion. Oui, on voit à quel point c'est pas quelque chose de facile de passer d'un type d'agriculture à un autre. Et que par ailleurs, ça suppose des conditions sociales déjà, ne pas être seul, avoir déjà une filière qui soit capable de valoriser les produits. Ça suppose aussi, alors là, moi j'ai été très étonné que mon ancien employeur, l'INRA, avec sa nouvelle politique, fait en sorte que les semenciers se fassent encore pas mal de profits sur le dos de la bio. Voilà. Alors, moi, je voulais juste faire d'abord, après un petit départ un peu théorique, rappeler un peu justement les limites des transformations, des transitions. Alors, ce petit début, c'est pour dire que l'ensemble des techniques, que ce soit agricole ou ailleurs, relève en fait de deux grands modèles d'action technique, mais il n'y en a qu'un qu'on met en avant et il n'y en a qu'un qui est considéré comme moderne et performant. Le premier modèle, c'est la production d'objets techniques, d'artefacts, comme on dit, et l'autre, c'est celui non pas de la production ou de la fabrication, c'est le pilotage ou la manipulation. Alors le premier modèle, la fabrication, ça produit des objets, des outils, ça construit des bâtiments, ça synthétise des substances qui n'existent pas à l'état naturel ou pas à ce niveau. C'est les arts du faire, c'est un art du faire, c'est les arts et métiers, l'artisanat, les manufactures, l'industrie, etc. Le second modèle, il ne construit pas. Il consiste à utiliser des forces naturelles ou des êtres vivants ou à infléchir des processus naturels pour obtenir un résultat. C'est les multiples façons, au fond, de composer avec la nature, comme on le ferait avec un partenaire. Transformer la nature en partenaire, d'une certaine façon, de son désir. Ce sont les arts du faire avec. Faire avec au double sens du terme, on est obligé de faire avec la nature et la manière dont elle fonctionne, mais aussi de collaborer avec elle, de la prendre comme coopération. Alors, qu'est-ce que c'est ces arts ? Au départ, c'est le jardinage, l'agriculture, les fermentations contrôlées pour l'alimentation humaine. Si on n'avait pas appris à manipuler des fermentations naturelles, sur le tas, on n'aurait ni pain, ni vin, ni fromage, ni yaourt, ni salaison. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, le pilotage. Et puis, c'est l'art du médecin, du thérapeute. Le thérapeute, il ne fabrique pas la santé. Il aide le malade à guérir, mais c'est le malade qui guérit lui-même ou qui ne guérit pas. Alors en fait, ce que je viens de présenter, c'est deux présentations un peu théoriques. Dans la réalité, il y a toujours un mélange des deux. Le pilotage fait appel à des objets fabriqués. Il n'y a pas de pilote, de navigateur sans bateau, qui est un objet fabriqué. Et puis les médecins, le thérapeute, il peut aider un malade à guérir, ça exige d'employer des appareils sophistiqués et des prothèses.
Mais il y a une différence entre les deux. Les objets techniques sont conçus en fonction d'un résultat espéré, par exemple détruire tel insecte, mais indépendamment du contexte dans lequel ils vont être employés. C'est ce qui fait leur succès d'ailleurs. Mais c'est ce qui les rend problématiques, parce que tout ce qui est introduit dans le monde, comme ça, a un avenir que l'on ne maîtrise pas. Dès qu'ils sont usés, par exemple, les objets techniques deviennent des déchets. Et ils échappent, aussi bien que leurs sous-produits et les effluents de leur fabrication, ils échappent, et comme les produits chimiques, à la maintenance humaine. Ils sont repris par des processus naturels qui les transforment, qui les transportent, qui les concentrent et qui les diffusent. Et on a là des pollutions qui ont des conséquences nocives, aussi bien sur la biodiversité que sur la santé humaine. Et les pesticides en sont un exemple flagrant. Et tous ces effets non intentionnels, sans compter que généralement ces fabrications exigent beaucoup d'énergie, et une énergie qui, depuis la révolution industrielle, est essentiellement issue de ressources fossiles, ce qui contribue à augmenter la teneur en gaz à effet de serre. Tous ces effets non intentionnels de l'action technique témoignent en fait d'une certaine indifférence du monde d'artefacts que l'on produit pour la complexité de la biosphère et de la sociosphère dans lesquelles on les introduit. Alors, c'est très différent. Les arts du faire avec, donc les arts du pilotage, pour avoir quelque chose de réussite, supposent à l'inverse de tenir le plus grand compte du contexte, c'est-à-dire de l'environnement naturel complexe et de l'environnement social tout aussi complexe et des fois conflictuel dans lequel ils s'inscrivent. Le pilotage est donc un processus adaptatif, une démarche attentive, empirique, précautionneuse, si sensible au contexte de production qu'elle doit toujours être adaptée. Et en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, on ne peut pas dire, ben voilà, j'ai une solution. Non, c'est à vous de la trouver. Alors, on peut se dire que pour limiter aussi bien les effets délétères de nos actions sur la biosphère que les émissions de gaz à effet de serre et pour améliorer la santé humaine, on a tout intérêt, surtout en agriculture, à concevoir et promouvoir des techniques du faire avec, des techniques du pilotage. Elles exigent beaucoup de travail, beaucoup plus de travail, mais d'une certaine façon, la main-d'œuvre n'est pas ce qui manque le plus de par le monde. Elles consomment moins d'énergie, parce qu'elles utilisent des processus naturels, et elles supposent un rapport plus respectueux du contexte naturel et du contexte social. Donc, d'où l'idée qu'au fond, ça supposerait de substituer à l'agriculture productiviste et à l'élevage intensif des pratiques relevant de ce que j'appellerais l'agroécologie, mais je n'en prends pas la même définition qu'un récent ministre. Je donne une définition technique, à moitié technique. Alors, je voudrais d'abord rappeler que cette agriculture productiviste, elle s'est développée sur la destruction des systèmes agropastoraux, qui, à mes yeux, représente un exemple achevé de pilotage de processus naturels. C'est des systèmes qui eurent un rendement énergétique bien supérieur à ceux de l'agriculture actuelle. L'exploitation fournissait elle-même ses moyens de production, recyclait ses déchets, si bien que l'impact sur le milieu était relativement limité et c'était en quelque sorte une économie circulaire avant l'heure. Donc, certes, mais toute l'évolution technique et économique depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale a justement été de détruire ces systèmes de polyculture-élevage et les synergies technologiques qui tenaient à un pilotage fin d'éléments fertilisants
et des rotations de culture pour éviter qu'il y ait trop de ravageurs et trop de mauvaises herbes. Ça les a détruits. Pourquoi? En fait, on a décomposé le processus de production de ces systèmes de polyculture-élevage en petits ateliers simples. Et pour chaque atelier, on a cherché à optimiser le rendement et plus encore la productivité du travail des paysans par un emploi judicieux de facteurs de production fournis par l'industrie. Et donc tout ce qui contribuait aux synergies technologiques des systèmes de polyculture-élevage a été remplacé par des produits achetés aux firmes agrochimiques. Alors, il faut reconnaître que ça veut dire qu'une bonne solution technique ne garantit pas nécessairement une bonne compétitivité. Les systèmes de polyculture-élevage exigeaient beaucoup de travail et avaient des marges de progrès relativement limitées par la disponibilité en main-d'œuvre. Il faut voir aussi, pour nuancer, et ça, je voudrais insister là-dessus, que les exploitations qui ont adopté les nouveaux modèles de production ont bénéficié d'un avantage très important. Le développement de ce nouveau modèle de l'agriculture productiviste a été fortement suscité par la recherche scientifique, tout aussi soutenu par la politique agricole européenne et sa traduction nationale, ce qui fait que tout en bénéficiant de prix garantis pendant une période et d'une sollicité particulière de la technostructure d'encadrement, les agriculteurs et les éleveurs qui ont opté pour cette intensification en facteurs industriels ont profité d'aides spécifiques, prêts bonifiés, subventions, tout en étant exonérés du principe pollueur-payeur. Alors ils se prétendaient entrepreneurs et ce sont les seuls entrepreneurs qui en sont exemptés. Si bien que ce modèle a longtemps bénéficié et bénéficie encore et bénéficiera peut-être plus encore d'une distorsion de concurrence en sa faveur. Alors, je voudrais dire que l'agriculture productiviste, au fond, comme la révolution verte d'ailleurs dans les pays chauds, a remplacé les fonctionnalités naturelles que savaient utiliser les systèmes de polyculture-élevage par l'utilisation massive de produits d'origine industrielle. Bon, je ne vais pas vous raconter comment les engrais se sont substitués à d'autres, aux fumiers, etc., etc. L'agroécologie, telle qu'on peut la concevoir sur le plan agronomique, consiste à passer d'une logique de production fondée sur la maîtrise des milieux à une autre fondée sur la connivence avec les écosystèmes. Jouer d'abord avec et non contre la variabilité des conditions naturelles et des productions et l'hétérogénéité des milieux. Rechercher dans la faune et la flore des auxiliaires susceptibles d'appuyer l'effort productif. Il s'agit donc de promouvoir des formes de pilotage de processus naturels, ce qui suppose d'étudier les fonctionnements des agrosystèmes en n'oubliant jamais qu'ils s'insèrent dans des complexes d'écosystèmes, le paysage dont ils font partie, et que ce que fait le voisin à côté importe à ce que l'on va pouvoir faire chez soi. Enfin, le voisin, les voisins d'à côté. Donc, si l'agriculture productiviste n'est pas à proprement parler une fabrication, elle est conçue avec une culture technique de la fabrication, avec une culture technique de l'industrie. Elle prétend contrôler les conditions de production, ce qui est faux, elle ne les contrôle pas toutes. Elle a pour ambition de maîtriser la nature. Au contraire, parce qu'elle exige le plus grand compte du contexte, de tenir le plus grand compte du contexte naturel, l'agroécologie relève d'une culture technique, du pilotage, ce qui suppose un rapport de partenariat avec les processus naturels. Alors ça suppose, par exemple, j'y reviendrai éventuellement dans la discussion, d'ouvrir la boîte noire du sol, de cesser de se dire le sol est une boîte noire, on le travaille, etc. Comment ça fonctionne ? Quel écosystème ça fonctionne ?
vous dites que vous avez mis une fois de la rothénone, qui était une grosse erreur des bio au départ, d'avoir utilisé la rothénone. Ça tue tous les poissons, et d'après vous, ça tue aussi les vers de terre. Ben voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Enfin, si on prend le sol comme un écosystème, ben il faut savoir que ça vit et qu'on a absolument besoin de vers de terre. Et éviter au maximum de nuire aux vers de terre. Alors, si vous voulez, je pense, j'en ai 3 minutes, plusieurs formes d'agriculture non conventionnelle, généralement mises au point, généralement par des agriculteurs en comptant sur leurs propres forces. La polyculture élevage, les agriculteurs, c'est des paysans qui ont réussi à la mettre au point. Et ils l'ont mise au point en comptant sur leurs propres forces. Tout ce qui est actuellement non conventionnel compte aussi sur ses propres forces, en grande partie. Relève partiellement de la même démarche. Je pense à la bio, au réseau d'agriculture durable, à l'agriculture sans labour, etc. Si j'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait de deux cultures techniques, c'est pour rappeler que la transition de l'agriculture conventionnelle à l'agroécologie, quelles que soient ses formes, ne va pas de soi. On ne change pas de culture technique sur simple décision ou sur simple conversion. Mais il y a bien d'autres raisons, et plus puissantes, qui s'opposent à un développement rapide et sans problème, ou sans problème trop grave, des formes d'agriculture qu'il faudra bien adopter, que l'on est tous convaincus qu'il va falloir adopter. Il faut voir que, comme je l'ai dit, le développement de l'agriculture productiviste a exigé la mise en place d'une politique cohérente concernant aussi bien la recherche, l'enseignement, les structures agricoles, les prix, les subventions à l'agriculture, etc. Donc c'était une politique très cohérente, voulue par une technocratie qui était bien en place et qui est encore en place. Et c'est elle qui dirige, qui gère l'agriculture actuellement. S'il y a quelques mesures qui vont aujourd'hui dans le sens de se libérer de cette agriculture conventionnelle, elles sont manifestement insuffisantes. Et alors, par ailleurs, une transition supposerait de modifier une mobilisation de la recherche. Bon, l'INRA vous dit maintenant, oui, ça y est, je suis mobilisé, je me lance dans... Et c'est vrai, ils ont recruté, ils ont fait des choses. Enfin, quand même, ça soulève deux problèmes. Premier problème, les compétences. L'INRA a recruté à tour de bras des biologistes moléculaires et puis des spécialistes de nanotechnologie. Très peu d'agronomes, beaucoup moins d'agronomes et beaucoup moins d'écologues. C'est de cela dont on aurait besoin maintenant. Les autres, ils ne vont pas changer de métier. Ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Ils vont passer de la production d'OGM, enfin, de réflexion sur la manière de faire des OGM à des mutations dirigées par CRISPR-Cas9 qui permettra certainement, hélas, de ne pas être considéré comme un OGM d'un point de vue réglementaire. Donc, il va falloir attendre la relève. Le mode d'évaluation de la recherche aussi. Quand on est chercheur, si on veut être bien, faire une bonne carrière, il faut à la fois déposer des brevets et publier dans des revues internationales à comité de lecture. J'aime mieux vous dire que celui qui fait un travail en biotechnologie déposera un brevet sans problème. Par contre, celui qui aiderait un certain nombre d'agriculteurs à améliorer certaines variétés pour le bio ou pour une autre forme d'agroécologie, il ne publiera pas dans une revue internationale à comité de lecture, parce que les revues internationales à comité de lecture, elles n'en ont rien à faire de ce genre de travail. Donc, et il ne pourra pas déposer de brevet non plus. Donc vous voyez, il y a une première chose.
Mais il y a aussi tout l'encadrement technique, l'enseignement agricole. Racontait tout à l'heure que c'était ici quelqu'un qui racontait qu'actuellement dans l'enseignement agricole, on est en train d'enseigner les bases de l'agriculture intelligente, c'est-à-dire de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire c'est plus l'agriculteur qui raisonne et qui prend ses décisions, c'est un logiciel et un ordinateur. Bon, ok, mais il faudrait changer aussi là. Hein. Donc il y a l'enseignement agricole, et du côté des agriculteurs, c'est un problème d'endettement pour certains, un problème de relations sociales et de rapports sociaux aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on ne change pas tout seul dans son coin, non seulement parce qu'il faut échanger des expériences, qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres parce qu'ils s'y sont mis avant, qui peuvent donner des conseils, mais aussi parce qu'il faut organiser des filières spécifiques. C'est un problème de culture technique et c'est un problème aussi de spécialisation. Je pense que quand toute une région s'est spécialisée dans une culture, ça favorise les ravageurs, bien évidemment. Ça favorise les maladies. Et donc, et par ailleurs, il est très difficile de passer à des formes d'agroécologie quand on est soi-même en monoculture. Hein. Donc voilà, on a quelque chose que j'appellerais la dépendance de sentier. Hein. Tout le chemin a été tracé et finalement, c'est plus simple de continuer sur ce chemin que de prendre un chemin de traverse. Mais nous savons tous qu'il faut prendre aussi un chemin de traverse. Voilà. De gré ou de force. Ok, merci Florence et merci Raphaël. Donc, vous avez eu donc le témoignage de Florence qui vous a présenté en fait les freins à la transformation sous l'angle individuel, et puis Raphaël qui a mis en évidence cette dépendance de sentier du coup de tous les mécanismes techniques, politiques, l'enseignement, la recherche, etc. etc. Je vais vous passer le micro pour la discussion, les questions. Peut-être vous faire état juste à la Confédération paysanne sur les pesticides pour aller plus dans la conclusion. On dit en fait que la responsabilité individuelle du paysan dans la diminution des pesticides doit se faire sans compromettre l'obtention d'un revenu décent. Et donc une fois qu'on arrive jusque-là pour le paysan, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quels sont les leviers de transformation qui dépassent juste la responsabilité individuelle sous l'angle du coup politique, économique, etc., etc., dans un contexte, comme l'a dit Florence, notamment de mise en concurrence par un marché libéral qui donne les prix que ça donne, et donc du coup la capacité à investir pour assurer une transformation de plus en plus compliquée, une transformation qui, comme l'ont dit les deux intervenants, nécessite en fait le remplacement, on va dire, de l'énergie fossile en partie par la main-d'œuvre et l'emploi, qui aujourd'hui n'est pas d'un accès très facile pour les paysans en termes de rémunération des salariés, tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous passer la parole. Il y a un aspect technique important, c'est qu'il faut parler dans le micro pour l'enregistrement. Donc voilà, qui veut intervenir? Non, mais en fait, je ne sais pas quelle marge de manœuvre j'ai avec le fil. Mais est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question aux intervenants? Bon, merci à tous les deux pour vos interventions. Ce qui me frappe vraiment dans ce qui a été dit, c'est que souvent on a l'impression que l'agriculture telle qu'on la connaît est arrivée par une espèce de mouvement magique du progrès qui arrive comme ça et qui s'étend sur tous les agriculteurs, notamment français, qui ont atteint comme ça un niveau donc d'avancement dans l'histoire de l'humanité extraordinaire. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, vu qu'il y a eu un déploiement de politiques publiques, politiques de recherche, politiques éducatives extrêmement importantes qui ont quand même arraché les agriculteurs d'autres modèles de production qu'il y avait précédemment, mais qui convient de ne pas non plus... qui ont été aussi durs et sur certaines régions qui ne permettaient pas forcément aux gens de vivre, en tout cas dans un contexte plus large. Et du coup, ce qui me frappe, c'est que
maintenant, il faut qu'on fasse un pas de côté. Et ce qu'on nous propose pour le faire, ce pas de côté, quand ce pas de côté n'est pas empêché pour d'autres raisons, c'est uniquement le levier du marché. Et ce levier-là, on le voit bien dans le cas de Florence, c'est pas suffisant en fait. Il peut être suffisant dans le cadre de grandes cultures qui sont très bien valorisées par le passage en bio, etc., où c'est moins complexe qu'en arbo. Mais ce levier par le marché, il n'est pas suffisant parce qu'à côté, il n'y a pas de politique publique qui s'organise, ou en tout cas, quand elles sont... Enfin, bon, l'ancien ministre Le Foll a essayé a dit qu'il ferait quelque chose. Bon, voilà, on va juger de ce bilan. Bon, bref, voilà. Comment on exige ce tournant des politiques publiques, des politiques d'éducation, des politiques de recherche pour faire ce pas de côté, changer de modèle agricole, alors que ça a été fait massivement dans les années 50, de l'autre côté. Oui, puis comme tu le dis, le marché ne peut pas suffire parce qu'il y a déjà la période de transition qui doit être aidée où le marché ne rentre pas en compte, quoi. Dans le cas de l'arbo. Tout à l'heure, là, pour les céréales, je ne sais pas trop, mais je pense que les filières sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus puissantes. Producteurs de fruits en France, il n'y a rien, quoi. Oui. On n'a aucune puissance pour faire passer quoi que ce soit. C'est les céréaliers qui ont le pouvoir sur l'agriculture en France. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Vous avez eu quoi comme aide à la conversion, si vous en avez eu? Comme les aides à la conversion, c'est quelques dizaines d'euros à l'hectare. C'est rien du tout. Ça rentre absolument pas en ligne de compte. Il y a une aide à la certification pour le premier passage en bio, qui maintenant, là, depuis peu, est réservée aux primo-demandants. Et en fait, on te dit, quand tu es déjà engagé, qu'il fallait faire la demande avant de passer en bio. Du coup, la plupart des gens ne sont pas au courant, mais bon, ça doit être 100 ou 200 euros, quoi. C'est rien du tout. La production fruits et légumes, la PAC, on est complètement oublié de la PAC, il n'y a rien du tout, quoi. Puis là, il y a encore eu des changements, c'est pire que jamais, quoi. Et il n'y a pas que pour le bio. Nous, on essayait de mettre en place en Corrèze là, des mesures agro-environnementales pour aider à la transition sur 5 ans, pour être aidé à diminuer progressivement, pour pouvoir faire du bio d'un côté et puis diminuer de l'autre, pour pas devenir complètement schizophrène à faire bio d'un côté et puis hyper traité de l'autre pour vivre. C'était pas possible, donc on essayait de demander à la grande région de mettre en place les MAE qui sont possibles au niveau européen, et il n'y a pas moyen. Ça c'est pareil, c'est les changements là les changements derniers là, du nouveau gouvernement qui ont fait marche arrière sur le deuxième pilier. Juste les MAE, donc sont les mesures agro-environnementales, je sais pas si... Enfin voilà, ce sont les mesures qui sont dans le second pilier de la PAC et qui sont liées au développement rural, donc qui contrairement aux aides du premier pilier de la PAC sont liées à la surface. Ce sont les aides qui viennent compenser des handicaps, qui viennent assurer la transition, la qualité, la main-d'œuvre. Aider à la transition sur les fermes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres non? Est-ce que vous avez des propositions pour appuyer la paysannerie dans sa transformation, autre que celle du marché? Est-ce que vous avez essayé de faire des partenariats peut-être avec les villes Enfin, la Corrèze est assez rurale, mais Paris est pas très loin. Est-ce qu'avec les AMAP, ou je sais pas quelle filière ils pourraient y inventer, mais... En fait, moi je te dirais, j'ai une grosse faiblesse niveau commerce. C'est pas mon truc. Je sais pas faire ça. Ou je donne, ou je te le mets par la gueule. Je sais pas, je vais pas faire ça. Je suis hors cadre. Enfin, moi je suis pas du milieu agricole. J'aurais jamais pu m'installer s'il n'y avait pas eu une filière organisée, en fait. C'était pas possible. Là, on est 400 producteurs dans le Limousin de pommes. Si on fait tous AMAP, marché, c'est pas possible. Donc individuellement, ok, mais pour
c'est une super minorité, quoi. Ça ne change rien au problème du maintien des paysans sur le territoire, quoi. Moi, je peux essayer de me sauver, mais ça ne change rien à l'ensemble du truc, quoi. Je vais juste changer mon petit précaré et rien. Moi, c'est pour ça que je suis syndiquée, c'est pour changer pour la masse, pas pour moi galérer dans un coin sur 2 hectares pendant que tout le monde fait n'importe quoi autour, quoi. C'était pas le but. Et est-ce que parmi vos collègues qui produisent des pommes en Corrèze, il y en a qui ont la même démarche? Ça commence tout juste, ouais. Ça commence tout juste parce qu'on est les plus gros consommateurs de pesticides. De toute façon, la pomme, c'est l'emblème maintenant des pesticides. La Golden, n'en parlons pas. On sait très bien qu'on est foutu si on fait rien, quoi. C'est pas bon. Après, toutes les évolutions qu'on a eues pendant 20 ans, on n'a jamais su en parler. Quand il n'y a pas... maintenant, ça change peut-être un peu. Il y a plein de petits labels maison qui se créent partout. Les gens comprennent un peu qu'il faut aller voir comment c'est fait derrière et que les labels, ça ne fait pas tout. Mais du moment qu'on n'avait pas le label bio, si tu as beau mettre des coccinelles, ça sert à rien, quoi. Les gens n'ont pas confiance, hein, c'est normal. Peut-être pour rebondir, Florence, tu peux peut-être nous parler un petit peu comme le Limousin et la Corrèze ont été un peu le fer de lance du débat médiatique qu'il y a eu pour ceux qui ont un petit peu suivi sur le rapport aux riverains dans le cadre des épandages de pesticides et nous expliquer un petit peu... très rapidement, l'année dernière, il y a eu une proposition de mettre en place des distances au niveau national, au niveau réglementaire, d'interdiction d'épandage à proximité des habitations, de 5 mètres pour les grandes cultures, 20 mètres pour la viticulture et 50 mètres pour l'arboriculture. Et donc ça a suscité d'énormes débats dans le monde agricole, y compris en interne à la Confédération paysanne. Et du coup, peut-être que Florence, tu peux nous expliquer un petit peu localement ce qui s'est passé. Là, en Limousin, on est carrément le laboratoire là, de ces zones non traitées, parce qu'il y a des associations de riverains qui sont montées il y a 10 ans sur une commune à côté de la mienne, là où vraiment l'habitat est très très mité, quoi. Il y a des maisons partout dans les villages, au milieu des vergers, tout se touche. Et ça posait pas de problème jusqu'à maintenant, parce que il y avait souvent un habitant qui avait 1 hectare de verger, tout le monde en avait un petit peu, il y avait le producteur de vaches qui en faisait un peu, enfin tout le monde en a. Maintenant, ça s'est quand même centralisé. Le verger le plus petit, c'est moi, c'est 8 hectares. Il y a plus petit. Et du coup, depuis 10 ans, ça monte. Là, qu'on arrose leur jardin, qu'ils ne veulent pas de ça se comprend carrément. Du coup, ça s'est traduit par 2 ans de négociations à la DDT et par une charte qui nous incite, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas d'obligation, une charte, mais bon, à ne pas traiter à moins de 50 mètres des limites de propriété bâtie. Donc, moi, autour de chez moi, par exemple, il y a une maison qui est vide en permanence, avec 2 hectares, des moutons autour. Si je dois me reculer de 50 mètres de sa limite de propriété, je perds environ 2/3 de ma surface cultivable. Donc, je ne suis pas d'accord. Dans la charte, les produits à sans risque, faible risque, ne sont pas exclus du dispositif. Que tu fasses un soufre ou un produit cancérigène, c'est le même tarif. Hallucinant. Et moi je dis, on n'a qu'à nous faire des zones Céveso, on va aller polluer plus loin où on ne nous voit pas, ça change quoi au problème, quoi. Ou alors on va aller polluer en Pologne et importer les fruits, c'est pas une solution. Donc c'est là, à force de discuter de tout ça et de s'opposer à ce texte qui est né, que j'en arrive, moi, au bout de quelques années, à la conclusion, la seule solution, c'est d'interdire tous les produits dangereux sur le territoire, point. Chaque fois qu'on fait une interdiction en France, de toute façon, on va acheter le produit en Espagne, ou alors la pomme est importée d'ailleurs avec le même traitement. Donc ça sert, je vois pas pourquoi moi je mourrais pour importer. Donc les produits sont dangereux, c'est marqué dessus. On les interdit sur le territoire, point. Enfin, moi je vois aucune autre solution. En tout cas, pas ces hypocrisies là où on te dit où tu recules de 50 mètres, où tu mets une haie. Toi tu continues à t'empoisonner derrière, on s'en fout. On ne voit pas. Bien. Bon, c'est un sujet pas facile. C'est clair qu'on ne peut pas justifier d'envoyer nos produits sur les jouets des gamins voisins, quoi, mais
mais nous, faut qu'on bouffe. Je vais vous poser une question aussi. Parce que bon, quand on est en monoculture, quelle qu'elle soit, C'est le frein. passer en bio, je pense que c'est un frein. Voilà, avec ma décision de passer en bio, je cherche ici, s'il y a des gens qui mettent des volailles ou des moutons sous leur pommier, parce que je vois pas d'autre alternative. Moi, j'arriverai pas à acheter une machine à désherber mécaniquement à 25 000 € à y passer tous les 4 jours. Donc il faut que je change le modèle entier et voir mettre des races de moutons qui mangent pas les écorces ou des canards. Mais bon, je vais pas y arriver toute seule, donc il faut que je trouve un associé. Donc ouais, il paraît. Donc c'est tout refaire, quoi. Ok. J'ai une question ici. C'était pour apporter une précision au sujet d'Alassac ONGF, puisqu'il se trouve que je connais bien cette association en faisant partie. Il y a une problématique qui n'a pas été abordée, c'est le fait que c'est une région où c'est une AOC. Et l'AOC fait que les pommes doivent être produites entre, je crois, tu me rectifieras, mais entre 500 et 800 mètres d'altitude. Donc les terres disponibles pour mettre des pommiers sont réduites. Ce qui fait qu'il y avait des vergers à l'origine, mais que toutes les terres disponibles, aussi bien près des maisons qui se sont construites avant... les maisons qui se seraient construites, et il y avait des terres autour, et les terres ont été captées par les pomiculteurs pour justement être entre 500 et 800 mètres et bénéficier de l'AOC, qui a un cahier des charges extrêmement précis. Il ne faut pas qu'il y ait de taches sur la pomme, et comme tu le disais, la golden, c'est très fragile. Donc il y a toutes ces problématiques-là, et en fait c'est insoluble avec la pomiculture industrielle. Je crois que c'est un peu réducteur ce que tu dis. Il y a effectivement des vergers à Lassac, c'est clair et net. Il y a un gars qui a foutu une merde phénoménale. Il a déboisé à ras du lotissement pour planter un verger. Bon, d'accord. Après, il y a des maisons qui se construisent depuis 10 ans en pleine zone agricole aussi. Tu viens mettre un champignon là au milieu, et c'est souvent des agriculteurs d'ailleurs, qui ont vendu leur terrain en partant à la retraite, à bâtir, faire plein de sous. Il faut taxer ça, pour moi. Oui, c'est une question de PLU et de plan d'occupation des sols, etc. Un terrain agricole qui passe à l'habitation, ça exactement, il y a le lotissement qui... Enfin, on a parlé de ce problème comment dirais-je, de mitage, etc. Bon, il y a tout ça. Mais il y a le problème de l'AOC, effectivement. Enfin, voilà, donc je voulais apporter quand même cette précision. L'AOC, effectivement, il n'y a aucun impératif sur les pesticides. Rien. S'il y a interdiction de mettre un insecticide un mois avant récolte, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de nombre maximum. Après, est-ce que tu t'es rapproché quand même des croqueurs de pommes, par exemple? Parce qu'il est sûr que... Les croqueurs de pommes, c'est les variétés anciennes. Ouais. Les variétés anciennes, niveau rendement, on ne peut pas vivre, on vendrait le kilo de pommes à 6 €, quoi. Parce qu'il n'y a pas de rendement. Bah... Ouais. Vous vouliez... Comment ça? Ah, bah, les plusieurs, faut les trouver. Voilà. Ouais, mais c'est anecdotique, hein. Je me suis intéressée par le sujet. Mais autrefois, les gens avaient des arbres. Ouais. Les gens faisaient des fruits, ils ne traitaient pas. Et les volailles, les canards, les poules étaient dans le verger et mangeaient les insectes qui faisaient que les pommes étaient saines. C'était ça la solution. Il y avait 3 générations. Il y avait 3 générations dans la ferme. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Personnellement, non. Après, c'est plutôt les collectifs, quoi, maintenant. Les fermes où il y a 3 générations, je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, mais on ne se supporte plus, quoi. C'est plus trop la norme, pas ça, quoi. On ne peut pas mettre les volailles dans le verger. C'est que moi, niveau boulot, je ne sais pas gérer tout ça. Ouais. Il va falloir que je transforme mes volailles, que je m'occupe, que je fasse 4 métiers en même temps, quoi. Là, ça pourrait être le producteur de volailles qui emprunte le verger. Ce que je cherche. Peut-être, c'est une piste. Ça se fait pour tondre les pelouses, les moutons et tout ça. On va pas tarder à s'arrêter parce qu'à 18h commence un temps collectif sur la Grande Seine, je crois. Excusez-moi, c'est la 3e fois que je prends le micro. Mais je suis producteur bio aussi, mais pas en arbo, même si on a quand même quelques pré-vergers. Mais pour aller un peu dans ton sens, les pré-vergers c'est bien, mais la production c'est 5 tonnes par hectare, quoi, ça va très bien. Alors qu'un verger en variété pure, ça peut aller jusqu'à 50, quelque chose comme ça.
Et puis les mauvaises années, c'est 0. Voilà. Du coup, si on vit pas, si on compte pas sur les pommes comme c'est mon cas pour vivre, eh ben, je peux me permettre d'avoir zéro récolte. Et puis si on a, bah, tant mieux. Mais Oui, c'était ça dans les fermes avant où il y avait tout, c'est parce qu'on comptait pas dessus, quoi. C'est qu'il y avait plein de cordes, on a plein de cordes à notre arc et puis on compte pas spécialement sur nos l'année où t'as pas de productions. pommes, t'as des prunes, enfin tu t'es arrangé. Maintenant c'est pas évident, quoi. Voilà. Ça. Mais après, c'est au niveau écologique, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a 0 traitement. Enfin, il y avait jusqu'à 1 million d'hectares de pré-vergers en France. Il en reste 100 000 aujourd'hui et c'est sûr que c'est la beauté du paysage, c'est l'écologie, c'est un équilibre entre les animaux et puis les arbres. Mais toi encore plus que moi, mais moi j'ai déjà l'impression en limitant vachement, parce que bon, la moyenne des traitements en Limousin c'est 50 par an, moi je suis pas à 20, et toi encore mieux, j'ai l'impression qu'on paye la dépollution, on paye la qualité de l'alimentation, on paye la santé, en essayant de réduire nous-mêmes. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, quoi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux interventions? Si. Ouais. Finalement, est-ce que c'est pas la solution d'un label pour l'agriculture durable? Parce que vous êtes en agriculture durable, finalement. Et c'est pas reconnu. Au point de vue prix, au point de vue label, vous limitez les traitements, mais vous n'êtes pas en bio. Mais... Ouais, bah c'est durable, je sais pas comment on peut l'appeler. Plus durable, sans doute, mais c'est toujours vachement relatif, quoi. On en revient à la question de créer des marchés par le label, du coup. Mais du coup, comme on va devoir s'arrêter, je vais peut-être redonner la parole à Raphaël, si tu veux apporter une conclusion à la discussion. Et puis Florence, avant de conclure, quand même, comme tu le souhaites. Hein, mais... Oui. Non, mais ce que des discussions qu'il y a eu, ce que je trouve intéressant, c'est que vous montrez bien les difficultés qu'il y a, effectivement, à la fois la nécessité et les difficultés que l'on rencontre. Et que ces difficultés, ça suppose, c'est des difficultés qui supposent, il n'y a pas que des solutions techniques, hein, c'est ça que je voudrais insister, c'est des solutions techniques qui sont aussi des solutions sociales. C'est-à-dire que ça suppose de trouver des gens qui sont prêts à faire le même temps de travail, à s'organiser, éventuellement, même pourquoi pas, la question a été posée, trouver quelqu'un qui a des brebis et qui accepterait de les mettre sous vos pommiers, ou parce que je sais pas, bon, c'est à combien d'altitude? On est à 400 mètres en fait. Ouais. Vous pouvez faire de la culture la promise, quoi. Qu'est-ce que c'est? La culture entre les pommiers. Ça se fait un peu dans les tout jeunes pommiers, ouais, tout petit peu. Ouais. Mais avec les traitements, non, quoi. Bon, voilà. Donc trouver. Et de toute façon, moi, je pense que c'est un problème dont on ne peut pas se sortir seul quand on est dans un coin, sauf cas exceptionnel. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui s'en sont sortis très facilement, mais c'est plutôt du maraîchage. Maraîchage, ils sont passés soit maraîchage et un peu d'arboriculture fruitière. Hein. Ils sont passés soit en bio, soit ce que j'appellerais les bioéthiques, c'est-à-dire ceux qui sont de fait en bio et qui n'ont pas encore leur certificat, qui ne veulent pas le demander parce qu'ils se disent en cas de malheur, je veux quand même pouvoir intervenir avec des produits chimiques. Ou c'est des éleveurs qui, en cas de malheur, veulent aussi intervenir, mais qui généralement sont en bio. 3 ans sur 4, quoi. Bon. Et puis il y a dans ces maraîchers, il y a des gens qui sont convertis à la permaculture. Et en fait, apparemment, les 2-3 que je connaisse s'en tirent assez bien. Alors c'est vrai qu'ils vendent sur les marchés. Hein. Ils sont en vente directe, soit sur les marchés, soit en AMAP. Mais c'est des gens qui ont des toutes petites superficies, qui s'en sont très bien tirés, mais c'est vraiment le maraîchage. Proches de ville, sans doute. Et il y a
généralement, ils ont un réseau. Hein. Ils ont un réseau assez au niveau national, quoi. Mais je pense qu'autrement, c'est effectivement très difficile. Et moi, il y a un dernier petit point, j'aimerais bien insister sur le fait qu'en fait, tout le système va à l'encontre de la polyculture. On le voit pour les calamités, quand il y a un épisode de gel comme au printemps, si on est diversifié, on n'a rien. Il faut qu'il y ait 70% de ton revenu qui soit par une production spécifique. Donc si tu as 3 productions, bah déjà tu n'as jamais droit à rien quand il y a une crise, un gel, tout, et c'est tout comme ça, quoi. Tout le système nous oppose, quoi. Enfin, oppose C'est marrant parce que c'est un des rares cas où la politique agricole a réussi à retenir ce qui était une des fonctions de la polyculture élevage. Une des fonctions de la polyculture élevage, c'est si on avait un pépin sur une culture ou sur un élevage, c'était pas grave parce qu'on se rattrapait avec le reste. Ouais, puis tu as un pépin sur les pêches une année, sur les pommes l'autre année, voilà. sur les fraises rien. Puis... Voilà. On va devoir clore le débat, mais je vous propose, si vous le souhaitez, de discuter avec les intervenants autour d'une bière ou de continuer la discussion avec eux pour pouvoir passer au temps collectif sur la grande scène. Mais du coup, je vous remercie et on peut les remercier aussi pour leur intervention.